Bonjour à tous, je vous retrouve pour cette seconde partie de mes coups de cœur 2021. Alors c'est vrai que j'ai pas parlé non plus de mes objectifs, mais en fait je m'en fixe pas vraiment, si ce n'est que j'aimerais lire plus que l'année dernière. D'autant que l'année dernière j'avais eu une petite panne de lecture à un moment, donc j'espère que voilà, cette année ça ira mieux. Voilà, peut-être ralentir un petit peu la cadence et puis me faire davantage plaisir dans mes lectures. Et puis ce sera pas plus mal. Je vais recentrer un petit peu la caméra. Hop, si j'y arrive, voilà. Et voilà, donc je n'ai pas d'objectif particulier. J'ai plein d'envies, évidemment. J'ai plein de sagas que j'aimerais commencer. J'aimerais commencer à lire Le Sorceleur ou La Roue du Temps, puisque voilà, on en parle beaucoup avec les feuilletons les séries qui sont sorties. Il y a des années que je voudrais lire la saga de Anne Rice, voilà, avec les vampires, avec les sorcières aussi. Donc voilà, j'ai plein d'envies comme ça, des envies de lire certains classiques aussi. J'ai dans ma bibliothèque La Chartreuse de Parme de Stendhal depuis des années, je n'ai pas encore lu. J'aimerais lire des auteurs russes. Enfin, voilà, il y a plein de choses. J'aimerais découvrir un peu plus les Cozy Mystery parce que j'ai lu que des Agatha Raisin. Bon, voilà, il y a plein de choses qui me font envie. C'est clair, j'aurais pas le temps de tout lire. Mais bon, voilà. Puis c'est bien d'avoir des envies parce qu'au moins ça nous pousse à toujours vouloir en découvrir un petit peu plus. Donc c'est bien. Donc sinon, je vais reprendre donc, mes coups de cœur de l'année 2021. Alors je me demande si ce coup de cœur-là va pas faire toute la vidéo. En tout cas, ça risque de durer un petit moment. Enfin, ça risque de durer un petit moment. Alors n'ayez pas peur parce que c'est vraiment une très belle, voilà, une très belle saga. Donc là, on se retrouve dans de l'heroic fantasy. Le titre est un peu à rallonge. Les chroniques des secondes heures de Tanglemore. Donc c'est une saga là qui comporte 4 tomes, mais qui ne se termine pas à 4. Mais voilà, on parlait de saga d'heroic fantasy. En tout cas, celle-là, moi, j'en suis tombée amoureuse dès le premier tome et j'ai vraiment pas été déçue par les 3 suivants. Donc ça a été écrit par Azael Jelil. Alors c'est pareil, je vous remettrai les infos sous la vidéo. Donc le tome 1, c'est L'œuf de Tanglemore. Voilà. C'est une couverture qui est... J'adore, ça flash. Pourquoi l'œuf de Tanglemore? Parce que l'œuf de Tanglemore possède le pouvoir de faire venir dans notre... pas dans notre monde, dans le monde des personnages, des démons. Alors, en fait, on se retrouve dans un monde d'heroic fantasy que l'auteur bâtit, voilà, quasiment. Bon, on n'est pas chez Tolkien non plus, hein, mais après, moi, Tolkien, j'avoue que les livres, j'ai pas trop accroché, c'était trop détaillé pour moi. Mais voilà, où il construit vraiment un monde au fur et à mesure de l'histoire. Et ça, c'est vraiment super. Et puis, on va suivre un groupe de personnages en particulier, mais on va suivre en même temps le grand méchant de l'histoire et on va suivre aussi voilà, d'autres personnages qui vont entrer en résistance. Puisque, en fait, tout commence par l'attaque de celui qu'on appelle le semi-lacertis. C'est un être mi-serpent, lézard, mi-humain, donc plutôt pas très beau de sa personne, à qui il manque un bras en plus. D'ailleurs, on découvrira plus loin le personnage qui lui a valu voilà, ce bras en moins. Donc ce semi-lacertis a créé une armée quasi invincible et il envahit le monde de Tanglemore. Donc notamment le royaume, alors je n'ai pas retrouvé le nom évidemment, c'était une de mes premières lectures de 2021. Enfin, j'ai fini la saga en fait, enfin le tome 4 en début 2021. Alors je n'ai pas retrouvé le nom du royaume et la princesse, son père va se retrouver statufié. Le roi, donc, il va être protégé, emmené par les elfes dans la forêt. Elle va devoir fuir. Alors, ce qui est magnifique dans ce premier tome, ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'il y a une charge héroïque à la fin, c'est-à-dire que les soldats du royaume décident de lancer une dernière charge pour défendre le royaume en sachant que l'issue est fatale. Et ça donne un moment épique, mais vraiment magnifique. Magnifique. Et ils ont j'ai pas retrouvé, non pas une citation, mais voilà ce qu'on retrouve sur les frontons des blasons des personnes, voilà, des nobles. Et là, ça s'appelle Vimahal.
Donc c'est voilà, il charge voilà, au son de Vimaal. Et on retrouvera d'ailleurs cette phrase dans les autres tomes. Et c'est vraiment un des grands moments du tome 1. Donc notre pauvre princesse, elle, se trouve poursuivie par le semi-Lacertis, qui aime bien s'entourer de femmes de toutes sortes, mais pour les réduire en esclavage, et leur faire subir les pires des choses. Il aime s'entourer aussi de zombies, de ghouls. Donc quand quelqu'un lui déplaît, il les balance aux zombies. On voit d'ailleurs, peut-être pas dans le tome 1, dans un autre tome, il est assis sur son trône. Et il y a une partie que tout le monde craint, qui est un peu dans l'obscurité, où sont attachés ces morts-vivants. Et quand quelqu'un lui a pas plu, hop, il balance les morts-vivants. Ou quand il fait des sacrifices, parce qu'il aime beaucoup aussi faire les... En fait, il pratique la sorcellerie. Donc la haute sorcellerie demande, dans cette histoire du moins, demande des sacrifices humains. Donc quand les corps sont quasi morts ou morts, il les balance à ses ghouls. Il s'entoure aussi d'un nécromancien qui est un personnage quand même assez fascinant. Parce qu'il pratique la nécromancie, mais ça a un prix, c'est-à-dire qu'il finit par ressembler plus à un mort qu'à un être humain. Il devient émacié, ses cheveux sont ternes, cassants, il n'a plus rien d'humain, ni en pensée, ni en apparence. C'est des personnages comme ça, assez forts et assez marquants. Donc notre princesse va s'enfuir, elle va sur sa route rencontrer un voleur très connu. Alors il y a des scènes très dures aussi dans le livre, évidemment, on n'est pas dans du young adulte, young adulte pourrait le lire, mais je veux dire, on n'est pas, pas en dessous de 18 ans. C'est vraiment de l'heroic fantasy adulte. Donc il y a ce voleur qui a un de ses meilleurs amis qui est un nain, qui est un très grand combattant. Ils vont se retrouver aussi avec un prêtre. Donc ce prêtre a vu son temple complètement détruit par les troupes du semi-Lacertis. Il est le seul rescapé. Alors c'est quelqu'un qui reste très zen, qui a une philosophie de vie, alors, je dirais non violente, mais en même temps, il ne faut pas le chercher, parce que c'est un combattant aussi très redoutable. Ils vont aussi croiser la route d'un géant. Alors il faut savoir que les géants là-bas n'ont pas bonne presse du tout, parce que ce sont des molosses qui détruisent tout ce qui passe en travers de leur route, sauf lui, qui est un véritable héros, puisqu'il vient toujours en aide aux plus démunis, donc il les rejoint. Ils sont aussi rejoints par un homme très très particulier qui a fait un bout de chemin avec notre voleur et qui est aussi responsable de la perte du bras du semi-Lacertis. Donc ils ont très envie de se revoir tous les deux pour régler quelques comptes. Alors cet homme, c'est un prêtre, mais donc très particulier, un peu fou, pour pas dire complètement. Il est toujours habillé de vêtements bariolés. Il a une arme qui se transforme en lame, toujours au bras. N'essayez absolument pas de la lui enlever parce que ça vaut risques et périls. Et il se joint à la petite troupe par amusement, pour suivre le voleur, pour se venger du semi-Lacertis. Et il a donc il se fiche de tout et tout le monde, il faut savoir. Il est franchement imbuvable. Mais il faut savoir que, un peu à l'image des berserkers dans les légendes vikings, quand il est habité par la rage, par l'envie de se battre, il est complètement invincible. Alors, vous ne pouvez rien faire contre lui. Donc c'est pour ça qu'ils l'acceptent dans leur petit clan, parce que franchement, mais en même temps, ça offre des moments assez cocasses et c'est assez rigolo. Donc le tome 1, ça voit un peu la réunion de tous ces personnages. On voit en même temps le semi-Lacertis qui instaure une dictature. Et on voit aussi une résistance se mettre en place. Alors dans le tome 2, je ne vais pas vous dire de bêtises, qui s'appelle l'Odyssée du Liok-Kumkan. Les noms ne sont pas faciles à dire. Donc nos héros vont partir en mer pour rejoindre l'Australie. Alors il faut savoir que, oui c'est marrant, il y a très peu de références à des choses que nous connaissons, mais ce qui est assez, il y a l'Australie, et là l'Australie c'est assez particulier parce qu'elle est régentée par une société matriarcale, donc les hommes ne sont pas super bien vus. Donc nos personnages, heureusement la princesse a de la famille là-bas, parce que nos personnages ne sont pas super bien acceptés en arrivant, puisque ce sont que des hommes quasiment. Donc une société matriarcale, et surtout il y fait froid, contrairement à notre monde. C'est un pays froid, et ils vont devoir s'enfoncer très loin dans ce pays,
et je peux vous dire qu'on a froid pour eux, c'est terrible. Mais ça, c'est dans un autre tome. Donc, durant l'Odyssée, on voit l'apparition, le personnage du nécromancien être un peu plus développé. On voit l'apparition de démons que le Semi-Lacertis fait sortir de l'œuf d'Anglemort. Alors nos héros veulent se rendre aussi en Australie pour trouver un artefact pour détruire cet œuf de Tanglemort. Donc le deuxième tome se passe. J'avais peur que ce soit un petit peu ennuyeux le deuxième tome puisque ça se passe en mer. C'est pas toujours, mais en fait pas du tout. On s'ennuie pas. Il y a beaucoup de scènes de bataille et toujours en parallèle, on voit voilà le Semi-Lacertis et ce qu'il met en place dans le royaume qui lui appartient. On voit la résistance. Toujours qu'il y a des moments très au niveau de la résistance, je peux vous dire où vous avez le sourire au coin des lèvres parce que ils sont très malins les résistants. Donc le tome 3 s'appelle La Tour sans entrée. Donc, et le tome 4, La pyramide du lac perdu, où là on verra nos héros se rendre au plus profond de l'Australie pour retrouver donc un sorcier mort. En fait, il vit dans une pyramide et il ressemble fortement à un prêtre ou à un dieu égyptien, tel qu'on l'imagine par chez nous, sauf qu'il est dans une pyramide de glace, inaccessible, et c'est lui qui possède cet artefact. Alors, il est censé être mort, mais en fait, il dort encore. En se rendant chez lui, voilà, ils prennent énormément de risques, mais c'est le seul moyen pour mettre fin voilà, aux agissements du Semi-Lacertis. Pendant ce temps-là, on voit que lui met en place, après une dictature, il met en place un gouvernement un petit peu plus souple en disant ouais, mais vous voyez, avant c'était des nobles qui vous régentaient, ils avaient le droit de tout. Moi, je vais vous donner votre chance, gens du peuple. Vous pouvez monter les échelons, même si vous êtes du peuple, il n'y a pas de problème. Donc c'est assez pernicieux hein, parce qu'il essaie voilà, de gagner la population pour lui. Mais bon, en même temps, voilà, son but c'est quand même toujours d'avoir le pouvoir, de régenter. Et puis voilà, ses méthodes sont très particulières entre la nécromancie et puis l'esclavage. Et la présence de morts vivants autour de lui, bon, voilà. Et puis il donne le pouvoir, certes, à des gens du peuple, mais à quelques gens du peuple qui, une fois encore, vont brimer d'autres personnes, les petits agriculteurs, enfin tous ceux qui leur désobéissent. Donc c'est pas tellement mieux. Donc le tome 4, la pyramide du lac perdu. Alors, il y a une fin, hein, on voit quand même quelque chose déboucher, mais ce ne sera pas la fin de la saga. Il y aura une suite. D'ailleurs, ça se finit un petit peu, pas en cliffhanger, mais voilà, il y a quelque chose d'un peu bizarre, voilà, l'apparition d'un nouveau personnage, on va dire. Très jeune, voilà, donc c'est loin d'être fini. En tout cas, cette saga a vraiment été un coup de cœur. Voilà, j'ai lu pas mal d'heroic fantasy, de fantastique en 2021. Et celle-ci, enfin, voilà, je l'ai retenue alors que je l'ai lu une partie en 2020 et je crois qu'il n'y a que le tome 4 que j'ai lu en 2021 ou peut-être le tome 3 et le tome 4. Et franchement, j'en garde de très bons souvenirs. J'arrive à me resituer les personnages, à me souvenir voilà, de ce qu'ils traversent. Donc je veux dire, ça va, c'est une série quand même, vous restez imprégné quand même de l'histoire et de tout ce qui se passe. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont il construit un monde à part entière, sa façon d'écrire à l'auteur qui est très fluide, voilà, il n'y a pas trop de temps, on s'ennuie pas, même si le livre est épais, si certains tomes sont un peu plus épais, on ne s'ennuie pas. Il y a toujours plein d'épreuves. Voilà, c'est des héros qui partent en quête. Voilà, ça c'est ce qu'on retrouve souvent dans l'heroic fantasy. Mais ce que j'aimais, c'est qu'il laisse pas. Voilà, de l'autre côté, on voit toujours le Semi-Lacertis. Et puis c'est ce qu'il fait pour avoir encore plus de pouvoir en manipulant la sorcellerie, en essayant de manipuler le peuple. Et puis on voit en même temps, je vous dis, les résistants qui continuent le combat, parfois dans l'ombre. Je ne vais pas trop vous en dévoiler parce qu'il y a vraiment il y a une scène en particulier qui m'a plu au niveau de... Et je crois que ça va être le tome 2 ou le tome 3 qui se termine là-dessus d'ailleurs. C'est quand même très bien fait. Donc c'est vraiment, vraiment un coup de cœur. Je vous la conseille. Après, si vous n'êtes pas fan d'Heroic Fantasy, si vous n'adhérez pas aux mondes imaginaires, il faut adhérer un minimum aux mondes imaginaires. Voilà, on est complètement dans un autre monde. Ça n'a aucun rapport avec le nôtre. Là, je vous dirais, peut-être pas, ou commencer peut-être par quelque chose d'un peu plus accessible.
pour ceux qui aiment ou ceux qui aimeraient lire quelque chose de plus développé ou qui veulent vraiment, voilà, qui veulent découvrir un coup de cœur, eh ben, je vous le conseille fortement parce que c'est vraiment une très belle saga. Je pense qu'il y a énormément de travail dessus parce que construire un monde comme ça, c'est quand même pas évident. Et voilà, en tout cas pour moi, ça restera marqué. Donc bah, maintenant, j'attends la suite, mais c'est le genre de livre qui ne s'écrit pas comme ça en un claquement de doigts, donc il va falloir attendre un petit peu pour avoir la suite. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour ce second coup de cœur. Je vais finir par faire je ne sais pas combien de parties pour parler de mes coups de cœur 2021. Mais je préfère faire des vidéos un petit peu plus courtes, voilà, pour que ce soit plus simple pour suivre. Et puis je continuerai, là j'ai encore voilà, un roman qui se passe un peu plus un peu historique, on va dire, historique et magique. Un roman qu'on classe dans le feel good. Bon, pour moi, je préfère dire une comédie plutôt que feel good. Un d'heroic fantasy, du policier, un policier, là, j'ai un bon coup de cœur dessus aussi. Je vous en parle aussi de celui-là parce qu'il est quand même. C'est une trilogie et c'est vraiment très excellent. Et puis un roman contemporain où on va parler un peu de société secrète, de mystère, tout ça. Donc voilà, encore plein de choses passionnantes qui j'espère vous donneront envie de découvrir d'autres auteurs, de découvrir d'autres romans. En tout cas, vous donneront toujours envie de lire. Donc je vais vous laisser pour cette fois-ci, donc avec les chroniques des secondes heures de Tanglemort d'Azel Gélil. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite plein de bonnes aventures livresques. Ciao!